Bienvenue à tous. Ceci est la 4e partie de notre projet, mais c'est surtout la suite de la leçon précédente où nous allons découvrir le reste des outils du mode Edit Mode. Pour cela, je vais utiliser cet objet, mais ce ne sera pas tout à fait évident car cet objet n'est pas forcément le plus adapté pour démontrer leur fonctionnement. Le premier est appelé PolyBuild. Build pour construire et poly comme polygone, ce que je vous ai montré la dernière fois. Ce dernier est souvent utilisé pour ce qu'on appelle la retopologie, qui est un process qui permet de simplifier une géométrie complexe en géométrie plus simple pour des usages comme le jeu vidéo où la complexité des modèles est importante à prendre en compte. Je vais rajouter un plan pour démontrer son fonctionnement. L'outil PolyBuild permet de créer facilement des nouvelles géométries qui sont généralement calées sur un modèle existant. Je ne vais sans doute pas l'utiliser pour ce projet, mais peut-être dans un futur projet. Le prochain outil est l'outil Spin, qui veut dire faire tourner, mais nous allons l'utiliser pour un autre objet. L'outil Smooth, qui veut dire adoucir. Si je choisis toutes ces faces et que je l'utilise dessus, vous voyez bien que les angles plutôt pointus avec cet outil s'arrondissent. L'outil Edge Slide, si je passe en mode de section arrête, une fois qu'on a une arête sélectionnée, on peut modifier sa position et ce n'est pas une translation normale, mais l'arête va continuer à suivre la forme existante de l'objet. Si je devais juste le déplacer vers le bas, on se rend bien compte que cela déforme la silhouette de l'objet, mais avec l'outil Edge Slide, cela suit la courbure de l'objet existante, soit vers le haut ou soit vers le bas. Cela veut dire qu'on pourrait modifier ces arêtes sans avoir à s'inquiéter de l'alignement avec les arêtes précédentes ou suivantes. L'outil Shrink and Flatten veut dire rétrécir et aplanir. Ce dernier va donc rétrécir les objets, et si on regarde cette partie-là, elle s'aplanit une fois qu'on utilise l'outil. Encore une fois, cet objet n'est pas forcément adapté pour la meilleure démonstration, mais j'espère que vous comprenez bien le principe. L'outil Rip Region, Rip comme déchirer. Si je débute avec un point, on voit que cela déchire la géométrie, crée une ouverture, comme si cela était un tissu et qu'on le déchirait. Cela fonctionne également avec les arêtes. Et voilà pour les outils. Le dernier que nous n'avons pas vu, c'est l'outil Spin, et je vais vous le démontrer avec le prochain objet. Pour finir, je vais supprimer cet objet en sélectionnant toutes ses faces. Et en ouvrant le menu pour supprimer, on se rend compte que ce dernier est bien plus complexe qu'avec un objet simple. Je vais choisir Face is Here pour supprimer les faces. Et pour démontrer le fonctionnement de la suppression en Edit Mode, je vais d'abord commencer par vous montrer
quelque chose d'important. Si je suis en mode de sélection de points, je peux sélectionner un point. Et si je sélectionne 2 points qui sont déjà connectés par une arête, cela équivaut à une sélection en mode Edge, donc arête, puisque en basculant sur ce type de sélection, l'arête est considérée sélectionnée. Si je choisis 4 points d'une face, cela équivaut à la sélection d'une face. On le voit en basculant en mode de sélection face, et cette face est déjà sélectionnée. Cela veut dire que je peux faire des modifications sur une face, même si je suis en mode sélection de points. Donc maintenant, pour les suppressions, si je choisis un point et que je le supprime en utilisant le menu Delete et en choisissant Vertices, on se rend compte que le point est supprimé. Et puisque le point n'existe plus, et parce que une arête ne peut pas exister sans point, cette arête et ces arêtes-là n'existent plus, celle-ci et celle-ci, et parce que ces arêtes n'existent plus, les faces ici ont aussi été supprimées, parce qu'elles ne peuvent pas exister sans arête. Je vais retourner en arrière et je vais faire la même chose avec une arête sélectionnée. On remarque le même comportement. Sans arête ici, la face ici et la face là ne peuvent exister. Et si je choisis une face, on se rend compte que cela supprime bien la face. Les autres options qui sont Only Edges and Faces ou Only Faces, si je choisis ces 4 faces et que je choisis Only Faces, signifiant seulement les faces, on se rend compte que les arêtes sont toujours là, parce que les arêtes peuvent exister sans face. Elles ne peuvent pas exister sans point, mais elles peuvent exister sans face. Et si je choisis l'autre option, Only Edges and Faces, on se rend compte que puisque j'ai supprimé aussi les arêtes ici, ici, là et là, ces faces ne peuvent exister. Et si je passe en mode point, on voit bien que ce point existe toujours. Et les autres points autour également. Tout cela parce que un point peut exister tout seul, sans arête ni face. Maintenant, je vais vous montrer les options Dissolve. Je ne vais pas vous montrer les autres. Dissolve veut dire supprimer l'élément sélectionné tout en conservant la surface de l'objet au maximum. Donc si je choisis ce point et que je le dissolve, comme dissoudre, on voit bien que le point a disparu. Les arêtes sur les côtés de même, puisqu'elles ne peuvent exister sans ce point, mais la face, elle, existe toujours, puisqu'elle est supportée par ces arêtes tout autour. En revenant en arrière, je vais faire la démonstration avec une arête. Avec Dissolve Edges, on se rend compte que l'arête n'existe plus, mais la face, elle, est toujours là, puisqu'elle est entourée par ces arêtes. La dernière option est Dissolve Faces. Si je l'utilise sur ces faces-là, les faces, elles, n'existent plus, mais
puisque la surface de l'objet est censée rester intacte, nous avons, entouré par ces arêtes, une face qui est toujours existante. Dans la leçon précédente, j'ai utilisé l'outil knife ou couteau, mais je l'utilise très peu dans ce genre de situation. La plupart du temps, j'utilise l'outil loop cut, mais dans ce genre de situation, il est assez courant que j'utilise l'outil couteau. Cela afin d'avoir une topologie propre en ajoutant de la géométrie là où il en manque. Quand on crée une coupe avec l'outil couteau, cela va être aimanté soit au point, soit aux arêtes. On peut voir que les points ou les arêtes changent de couleur pour indiquer que cela est aimanté. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire une coupe dans ce sens. Et comme c'est écrit dans les options, si je clique sur le bouton droit de ma souris, je peux faire une nouvelle coupe. Je vais en faire une ainsi, appuyer sur Entrée pour confirmer, et maintenant j'ai reconstitué la topologie de mon cube, qui permet d'avoir des boucles propres. Dernière chose avant de passer au dernier objet, dans la vie réelle, nous n'avons pas d'objet qui existe avec des arêtes aussi tranchantes, excepté peut-être un couteau ou une épée, parce que c'est leur but d'être bien aiguisé, mais cet objet nous couperait à chaque fois qu'on le toucherait, et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, plutôt, nous avons utilisé l'outil Bevel ou biseau pour arrondir une forme. Nous allons l'utiliser ici, sur chacune des arêtes, afin qu'elle ne soit pas aussi tranchante. C'est essentiel pour cette partie. Et pour celle-ci, je vais aussi vous montrer en rajoutant des segments afin de l'arrondir bien comme il faut. Et je vais le faire également ici. Voilà. Le dernier objet que nous allons modéliser dans cette leçon, c'est bien sûr un chaudron. Je prépare la scène en accéléré. J'aurais pu conserver cet objet, mais je vais commencer par un plan, plane. En mode Edit Mode, je vais désélectionner un des 4 points et supprimer tous les autres. Donc il me reste un point. Je vais le déplacer au centre de la scène en m'assurant qu'il est bien à 0, 0, 0 sur les 3 axes. Ainsi, je vais changer sur cette vue et je vais faire une extrusion sur ce point tout au long de la courbe du chaudron en ajoutant un maximum d'étapes pour bien l'arrondir. Et maintenant, j'ai un profil. Le dernier outil dont nous avions parlé, c'est l'outil Spin, et je vais l'utiliser sur ce profil. Je peux utiliser l'un ou l'autre des boutons pour le commencer, et vous voyez qu'il me permet de faire une révolution du profil afin de créer
tout le contour du chaudron en faisant une rotation autour de cet axe. Je peux choisir ensuite un angle de 360 degrés afin de fermer la forme, et je pourrais ajouter plus d'étapes pour la définition de la forme circulaire. Mais d'abord, je vais vous montrer l'option Use Duplicate, qui veut dire qu'on va utiliser les duplicata de la forme, comme lorsqu'on duplique un objet, et on se rend bien compte qu'on a la forme originale, mais qu'aucune n'est connectée entre elles. Ce n'est pas ce qu'on veut, donc je vais décocher l'option et ajouter 36 copies du contour pour créer mon chaudron. Nous avons ici une option appelée Auto Merge qui permet en fait de fusionner les points une fois que l'on a fait le contour de l'objet. Donc cette option permet de fusionner les premiers et les derniers points. Il faut l'activer à moins que l'on veuille créer une ouverture dans notre forme. Et maintenant, nous avons notre chaudron. Je n'ai pas créé la forme intérieure du chaudron. Pour vous montrer quelque chose d'autre, je vais passer en mode face et choisir celle du haut. Et je vais vous montrer que je peux aussi... Alors attendez, je vais d'abord faire un inset et on se rend compte qu'il y a un petit souci. Ok, je vois pourquoi. Donc j'ai parlé de merge ou de fusionner et on va se rendre compte que au milieu, les points ne sont pas tous fusionnés. Si je passe en vue dessus et en mode vue wireframe, si je sélectionne tous les points ici, peut-être juste du haut d'abord, on peut s'apercevoir qu'il y a bien un trou. Ce que je peux faire, c'est utiliser le menu Mesh, Merge, et choisir l'une de ces options. By Distance signifie que tous les points qui sont assez proches, en dessous d'une certaine valeur, vont fusionner. Et ce que je veux faire là simplement, c'est tous les écraser en un seul point, et donc je vais choisir l'option Collapse. Je vais faire la même chose en dessous. Voilà. Avec un collapse, le point du bas ont bien fusionné, mais il en reste un, et ce point, je vais juste le supprimer. Ok, donc on va recommencer. Je sélectionne mes faces, je fais un inset, cela fonctionne très bien. Et maintenant, je vais vous montrer qu'il est aussi possible d'utiliser l'outil Extrude vers l'intérieur. Donc on peut creuser une surface avec, comme l'intérieur d'un chaudron par exemple. Et je vais donc recréer le profil intérieur. Une bonne pratique à suivre serait de copier exactement le nombre de loops, de boucles de l'extérieur, mais puisque je sais comment sera utilisé l'intérieur, c'est-à-dire qu'on le verra très très peu, je vais simplifier la chose en le faisant seulement une boucle sur deux. Et nous avons maintenant notre chaudron avec l'intérieur.
peut-être que j'ai identifié une arête un petit peu trop pointue. Je vais ajouter un biseau, comme nous l'avons fait précédemment. Et voilà. Alors une chose qui paraît bien trop évidente maintenant, c'est que chaque face semble séparée des autres, comme si nous avions une lumière dans une discothèque, des boules à facettes. Donc je vais vous montrer une dernière chose. C'est souvent appelé des smoothing groups, ou des groupes de lissage. Cela définit si une surface apparaît lisse ou plate. Comme pour le chaudron, on peut voir toutes les faces séparées des objets sur cette sphère. Et dans la plupart des cas, on aimerait bien que cette sphère soit arrondie. Ce qu'on peut faire, c'est dire au logiciel que celle-ci, on veut que son apparence soit arrondie. Si je la sélectionne et que je clique avec le bouton droit, j'ai deux options en haut qui sont Shade Smooth ou Shade Flat. Pour le moment, c'est en mode plat, flat, et donc on voit bien chaque polygone séparé. Mais si je choisis Shade Smooth, le logiciel va nous le montrer lisse. On peut toujours voir l'écran des différentes faces sur le profil. Cela n'a pas changé. Si on repasse en Shade Flat, on voit bien qu'il n'y a rien à changer, mais c'est juste la manière dont c'est affiché. Pourquoi je vous montre trois objets pour cette démonstration? C'est parce qu'on peut prendre un cube et lui demander un Shade Smooth. Mais on peut voir que ça fait quelque chose qui n'est pas réaliste, parce qu'un cube ne peut pas vraiment s'arrondir comme ça. Donc la manière dont on le voit ne correspond pas à sa géométrie. Donc pour un cube, il est préférable de l'avoir en shade flat. Donc, que faire avec un cylindre qui a une partie qu'on voudrait voir arrondie et l'autre partie plate? Si on change son mode de shading, on se rend compte que nous avons le même résultat que sur le cube, c'est-à-dire que le haut, qui est supposé être plat, essaye d'être arrondi. Pour corriger cela, on peut aller dans l'onglet du panneau des propriétés et dans la section normale activer Auto Smooth, qui veut dire lissage automatique. Cela va fonctionner seulement si l'objet est en Shading Smooth, et la valeur ici indique à l'objet que chaque angle en dessous de 30 degrés sera lissé. Si je vous montre entre ces deux arêtes l'angle, j'exagère beaucoup pour la démonstration. L'angle ici est inférieur à 30 degrés. Donc cela sera lissé. Si on prend l'angle de cette face et celle-là, on se rend bien compte qu'il fait 90 degrés. Donc pour l'instant, cela est en shade flat. Si j'augmente la valeur là, une fois qu'on a dépassé 90 degrés, on se rend compte qu'il essaye maintenant d'être lissé de nouveau. La valeur de 30 degrés par défaut correspond à la majorité des objets, mais vous pouvez choisir une valeur dépendant de l'objet que vous faites. Donc maintenant, sachant cela, on peut l'appliquer à notre chaudron en choisissant pour lui Shade Smooth. Voilà, il est bien arrondi et pourtant il n'est pas plus complexe en termes de géométrie. Ce que nous devrions faire, c'est appliquer ce principe sur tous les autres objets que nous avons fait jusqu'à maintenant
et même ajouter aussi un biseau sur tous les angles trop pointus. Je n'ai pas fini le chaudron, il me reste encore les poignées et les sortes de clous métalliques tout en haut. Je vais commencer avec ces clous, et comme on l'a vu, je peux ajouter un objet au chaudron même en Edit Mode. Je vais donc ajouter une sphère, et en utilisant le panneau dernière action, je vais diminuer la complexité de cette sphère, puisque étant petite dans mon modèle, je n'ai pas besoin d'avoir autant de faces. Donc je vais choisir 10 et 6, ainsi. Et maintenant, je vais transformer cette sphère pour avoir la forme de ces clous. Et pour créer tous les autres, je vais utiliser un outil, l'outil Spin. Ce dernier me permet de faire une copie de l'objet sélectionné tout autour de mon chaudron. Je vais choisir encore une fois 360 puisque je veux un tour complet, et ensuite choisir le nombre d'objets qui sont dupliqués tout au long du tour. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Pour la poignée, je vais rajouter un cylindre et un objet curve. La dernière fois, on a bien vu que nous ne pouvons pas joindre un objet courbe et un objet mèche. C'est toujours le cas, mais quelque chose que nous pouvons faire, c'est cliquer droit avec la courbe sélectionnée et choisir Convert to et choisir Mesh. Cela va convertir la courbe en mèche, et dans certains cas, on peut aussi faire l'inverse, convertir un mesh en courbe. Et maintenant, je peux le joindre au chaudron. Je vais repasser en Edit Mode, et pour sélectionner ces objets, une manière simple, c'est de sélectionner une arête, et d'aller dans le menu Select, et choisir Select Linked et Linked. Cela va choisir toutes les autres arêtes qui sont connectées à la première. Et comme c'est un objet plein, il va sélectionner le cylindre dans son entièreté. Pour ajouter un autre objet, j'utilise la même méthode en choisissant d'abord une première arête, et avec le même menu, voilà, ma poignée sélectionnée. Je vais la dupliquer, la mettre de l'autre côté, faire une rotation de 180 degrés sur l'axe Z, et voilà, elle est bien positionnée. Je peux voir là des petites choses qui dépassent, donc nous allons corriger cela. C'est le cylindre qui est en cause. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner encore le cylindre dans son entièreté, et ensuite désélectionner ce que nous ne voulons pas modifier, et voilà. Ceci est l'extérieur du chaudron et ceci est l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Ce que nous avons modifié est à l'intérieur de l'épaisseur du chaudron. Nous allons répéter encore une fois l'opération de l'autre côté. Et normalement, tout est OK. Le chaudron est enfin terminé. Bon,
C'était une très longue vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et que vous êtes allé jusqu'au bout sans problème. J'essaie de faire des vidéos courtes, mais étant donné que la complexité augmente et que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, je suis obligé d'y passer du temps. Donc j'espère que vous êtes bien amusés, comme d'habitude, et je vous retrouve au prochain tutoriel. Bye!